d'X millions d'oiseaux surgissent d'un coup, et ce nuage vivant suffit à faire trembler l'équilibre déjà précaire d'un désert au bord de la rupture. 2 chiffres pourtant modestes se télescopent et renversent les estimations les plus prudentes, révélant l'impact inattendu d'une méthode encore jugée marginale. En quoi cela vous concerne-t-il quand Ibrahim Traoré affirme que la souveraineté se mesure davantage en œufs produits qu'en cargaisons débarquées dans les villages isolés du Sahel? À l'horizon, une ligne fine se dessine, rapide, comme une aile qui fend le sable et annonce un basculement silencieux. Le programme qui s'étend aujourd'hui à travers les villages du Burkina Faso n'a jamais été présenté comme une solution miracle, mais comme un pari calculé posé face à un désert où l'erreur se paie immédiatement. La promesse tient en une formule simple et exigeante: offrir une autonomie nourricière mesurable, qui ne se juge ni aux discours officiels ni aux communiqués internationaux, mais aux centaines d'œufs que chaque famille ramasse au petit matin. Pour ceux qui suivent l'actualité sous l'angle Burkina Faso News, l'enjeu dépasse la simple question de protéines. Il s'agit de transformer un pays longtemps dépendant en territoire, capable de nourrir les siens par ses propres moyens. Si cette équation est tenue, le modèle économique change, la vulnérabilité se réduit, et surtout, une dignité collective trop longtemps enfermée dans des statistiques commence à reprendre forme. Derrière ce pari, la question implicite est claire. Jusqu'où un pays peut-il reprendre la main sur son assiette sans demander de permission extérieure? Le premier signe de bascule est apparu beaucoup plus tôt que prévu. En 3 mois seulement, plus de 600 couvoirs communautaires ont été mis en service sans aucun financement étranger, dans un pays que l'on disait condamné à importer près de 70% de sa viande pour nourrir ses foyers dispersés. Ce simple contraste entre 600 et 70% suffit à éclairer le décalage entre les anciennes certitudes et la dynamique actuelle. Pour les partisans d'Ibrahim Traoré, cette rupture numérique illustre la possibilité d'une autre trajectoire, construite depuis le sol plutôt que depuis les cargos. À partir de là, la chaîne logique s'enclenche. Un couvoir apparaît dans un village. Quelques semaines plus tard, les premiers œufs sortent des enclos. Les marchés locaux réorganisent leurs étals, troquant une partie des produits importés contre des pintades élevées à quelques kilomètres de là. Chaque nouvel enclos réduit marginalement la dépendance, mais, additionnés, ces gestes fragmentaires finissent par peser sur la structure d'ensemble. Dans le nord du pays, de Dorikaya à Arbinda, cette transformation s'est d'abord manifestée par un retour discret à la vie quotidienne. Des enfants relâchent les oiseaux au petit matin, des femmes comptent les œufs, les rangent, les échangent, tandis que les hommes répartent filets et clôtures. Les journaux télévisés nationaux, habituellement saturés d'images de crise, montrent désormais des scènes de marché où la monnaie circule sous la forme de pintades, de milles et d'heures de travail partagées. Ce qui avait commencé comme une méthode de subsistance se charge peu à peu d'une dimension politique. Un défi posé à des décennies d'aide alimentaire structurée de l'extérieur, au profit d'un modèle construit à partir des besoins du Sahel lui-même. Pour comprendre comment ce mécanisme a pris racine si rapidement, il suffit d'observer celles et ceux qui ont posé les premiers gestes, souvent sans slogan, sans conférence, parfois même sans mesurer la portée de ce qu'ils étaient en train d'inaugurer. Dans les villages du Nord, les familles qui ont reçu les premières pintades disposaient de peu gains, disposaient de peu de moyens, mais avaient une longue pratique de la réparation, du bricolage, de la transmission entre générations. Ces foyers ont formé la première ligne de transformation, non par ambition politique, mais par nécessité simple. Continuer à vivre là où ils étaient nés. À proximité d'Arbinda, une coopérative de femmes a improvisé un enclos commun autour d'un ancien abri de fortune, réutilisant des matériaux abandonnés. Elles y ont rassemblé les œufs, organisé la rotation des soins et instauré une règle lisible par tous. Une journée de travail donne droit à quelques pintades, à des œufs, à un filet réparé. Cette mécanique élémentaire a permis de lisser les périodes de manque
et de créer un amortisseur social que les aides ponctuelles n'avaient jamais fourni. À Dorikaya, un groupe de jeunes hommes, anciens déplacés internes, a transformé une zone autrefois désertée en espace de reproduction, sans machines, ni infrastructures sophistiquées, seulement des filets, des cages en matériaux recyclés et une volonté de reconstruire un avenir sur place. Ils ont produit un premier surplus. Ce surplus, modeste, a pourtant suffi à réactiver un marché local quasiment silencieux. La leçon qui se dégage est nette. Un changement structurel peut naître de structures légères, dès lors qu'elles répondent à un besoin vital immédiat. Tout commence à l'aube, lorsque les premières cages s'ouvrent dans les villages du Nord. La poussière se lève en nuages légers, les pintades s'élancent. Les enfants courent derrière elles, en riant. Les adultes observent en silence. Ce moment ordinaire devient le déclencheur d'une séquence que peu d'observateurs extérieurs avaient imaginée. Il n'y a ni banderoles, ni grandes annonces, seulement la lumière écrasante du Sahel et le pari fragile de transformer un désert en ferme vivante. Les jours suivants, la routine s'installe. Les premiers œufs apparaissent, peu nombreux mais réguliers. Les familles s'organisent. Les femmes tiennent les registres sur des cahiers simples. Les hommes renforcent les filets, consolident les cages. Les enfants comptent que les volets, apprennent à distinguer les oiseaux prêts à pondre. Chaque geste affine le cycle. Chaque cycle nourrit le suivant. De village en village, une rumeur se propage à voix basse. Ça marche. Le climax survient lorsque le chiffre des 600 couvoirs communautaires actifs commence à circuler, relayé par la radio et les discussions de marché. Sans financement extérieur, sans programme massif, sans promesses conditionnelles, ce nombre fonctionne comme une onde de choc silencieuse dans un pays habitué aux cargaisons importées. Les étals changent de visage. Les conserves cèdent peu à peu la place aux sacs de graines, aux cages pleines, aux œufs vendus par douzaines. Les coopératives naissantes structurent l'offre. Les marchés autrefois, atones reprennent voix. La télévision nationale s'en empare. Pour la première fois depuis longtemps, les journaux ouvrent sur des images de reconstruction rurale, plutôt que sur des scènes de crise. Le récit se déplace, la dépendance recule, et avec elle, l'idée que les solutions ne peuvent venir que de l'extérieur. Dans ce mouvement, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît comme un repère plus que comme un centre de gravité. Il n'est pas présent dans chaque village, il ne commente pas chaque étape, mais lorsqu'il affirme que un peuple qui se nourrit lui-même se libère, la phrase trouve un écho tangible dans les coopératives qui ferment leurs portes le soir, registre à la main. La secousse initiale se prolonge en une onde longue. Les comportements alimentaires se modifient. Les migrations se ralentissent. Les jeunes repoussent leur départ. Et le désert lui-même commence à réagir. La trajectoire se laisse lire à travers quelques deltas, aussi sobres que déterminants. La situation de départ se caractérisait par une dépendance alimentaire lourde aux importations de viande et de produits transformés. En quelques années, l'accès aux protéines rurales a augmenté d'environ 12%, une progression qui se traduit concrètement par des repas plus variés et une amélioration mesurable de l'état nutritionnel dans les foyers dispersés du Sahel. Ce pourcentage peut sembler modeste à l'échelle internationale, mais dans des villages régulièrement confrontés aux ruptures d'approvisionnement, il marque une inflexion réelle du quotidien. Parallèlement, le revenu moyen des ménages agricoles a progressé d'environ 8%. Là encore, la hausse paraît limitée, mais elle s'inscrit dans la durée. Cette augmentation régulière reflète une circulation monétaire plus stable entre villages. Les œufs, les pintades, les filets, les cages deviennent autant de supports d'échange. La valeur ajoutée reste sur place, plutôt que de s'évaporer dans les circuits d'importation, ce qui transforme progressivement une économie de simple survie en économie d'interdépendance locale. Un troisième indicateur concerne la migration des jeunes vers les villes. Pour la première fois depuis une décennie, les départs reculent, tendance confirmée par les données gouvernementales qui établissent
Un lien direct entre la disponibilité locale de protéines et la décision de rester. Un jeune qui choisit de demeurer dans son village ne représente pas seulement une statistique. Il devient un maillon d'une chaîne productive, un relais de savoir-faire et un support de cohésion communautaire. Sur le plan écologique, les chercheurs de terrain ont relevé un phénomène biologique inattendu. Les fientes de pintade enrichissent les sols, augmentant leur fertilité d'environ 40%. Les plantes locales repoussent, retiennent davantage l'humidité, stabilisent la poussière. Chaque couvoir devient ainsi un foyer de régénération diffuse. Les pertes agricoles diminuent, les marchés se stabilisent, les coopératives consolident leurs marges de manœuvre. Ces chiffres, pris ensemble, montrent qu'il ne s'agit ni d'un miracle ni d'un hasard, mais d'une méthode reproductible en conditions minimales, capable de relier économie, écologie et lien social au sein d'un même mouvement. Dès les premiers mois, le débat autour du projet s'est structuré, porté par des voix extérieures cherchant à tester la solidité d'un modèle né du sable. Une première thèse critique, formulée par plusieurs analystes européens, insistait sur le risque de romantisation rurale. Selon eux, une économie ancrée dans la pintade ne pourrait satisfaire durablement les besoins d'un pays entier, faute d'infrastructures modernes et de mécanismes industriels assurant la continuité de la production. Ils pointaient l'absence de chaîne du froid, la fragilité des coopératives communautaires face aux sécheresses récurrentes et la vulnérabilité d'un système reposant sur des initiatives locales dispersées. Une seconde thèse, plus technique, estimait qu'en l'absence de mécanisation massive, les rendements resteraient plafonnés. Un modèle fondé sur la reproduction artisanale et la circulation d'œufs à petite échelle serait condamné à rester un symbole, incapable de passer à l'échelle nationale. Aux yeux de ces critiques, le programme burkinabé gardait la force d'un geste politique, mais manquait de la robustesse d'une stratégie économique structurée. Les défenseurs du projet ont répondu sans balayer ces objections. Ils ont repris point par point les arguments, en mobilisant les données disponibles et la logique du terrain. Ils rappellent qu'au Burkina Faso, les circuits d'importation peuvent se rompre du jour au lendemain, rendant dangereux tout modèle fondé uniquement sur la rapidité et la centralisation. La lenteur relative devient alors une forme de protection, car elle s'appuie sur des ressources locales qui ne dépendent ni du carburant ni d'infrastructures lourdes. Il souligne que la productivité ne se mesure pas seulement en volume, mais en indépendance. Chaque œuf non importé représente une dette en moins. Enfin, ils insistent sur le fait que la force du programme tient à sa capacité à être reproduit sans subvention, critère central d'une résilience durable dans un environnement incertain. Le désert commence à respirer. Cette phrase, d'abord murmurée dans quelques coopératives rurales, a pris une résonance nouvelle lorsqu'une série d'images satellites a révélé des taches vertes se formant autour des couvoirs, dessinant des lignes irrégulières qui suivaient presque la trajectoire migratoire des pintades. Ce n'était plus seulement un récit de subsistance, mais une transformation du paysage visible d'en haut. Dans les villages du Nord, les habitants parlaient déjà de « renaissance », bien avant que les experts ne confirment ces signaux. Les pintades dispersaient des graines, les sols retenaient davantage l'humidité, les plantes locales repoussaient sur les pourtours des enclos. Les ingénieurs y voyaient un effet biologique cumulatif, là où les communautés y lisaient un signe de réconciliation entre leurs pratiques et le milieu. Pour Ibrahim Traoré et ses équipes agricoles, ce croisement entre données écologiques et initiatives paysannes venait consolider une intuition. Un programme pensé d'abord pour la souveraineté alimentaire pouvait, par effet secondaire, devenir un levier de régénération des terres arides du Sahel. À l'échelle nationale, la transformation s'est d'abord traduite par une réduction mesurable de la dépendance alimentaire, estimée à un recul d'environ 9%, selon les données du ministère de l'Écologie. Le chiffre paraît discret, mais il marque un glissement structurel. Un pays qui importait la majorité de sa volaille commence à s'alimenter lui-même, un œuf après l'autre.
Les coopératives se multiplient, les importations diminuent, la balance agricole amorce une tendance moins déficitaire. Là où l'on attendait une nouvelle vague d'aide extérieure, c'est la coordination interne qui prend le relais, soutenue par la ligne politique assumée d'Ibrahim Traoré, pour qui la souveraineté est à la fois un indicateur économique et un symbole collectif. À l'échelle des dynamiques locales, les effets sont encore plus tangibles. Les artisans fabriquent cages, filets, outils de pesée. Les ateliers métalliques de Ouagadougou prolongent leurs horaires pour répondre à la demande, ressuscitant un secteur longtemps étouffé par la concurrence des produits importés. Sur les marchés, les œufs frais supplantent progressivement les conserves. Une économie légère, faite de récupération et de débrouille structurée, soutient l'ensemble du système, démontrant qu'un progrès peut commencer sans machines sophistiquées. Sur le plan social et démographique, la mutation est tout aussi notable. Les écoles rurales intègrent l'élevage dans leurs activités pédagogiques. Les enfants apprennent à compter en manipulant les œufs du jour, à raisonner en cycle plutôt qu'en ligne droite. Les médecins observent une baisse des carences, une vitalité accrue chez les plus jeunes. Les femmes, premières gestionnaires des troupeaux, gagnent en autonomie et pèsent davantage dans les décisions communautaires. Les jeunes, eux, migrent moins. Pour la première fois depuis 10 ans, les départs vers les centres urbains reculent de manière significative. Enfin, à l'échelle régionale, le modèle burkinabé commence à essaimer. Le Niger, le Mali, le Tchad envoient des délégations pour analyser la mécanique d'un système reproductible sans subvention massive. La CEDEAO le décrit comme un laboratoire africain de résilience locale. Des manuels sont adaptés et traduits. Les premiers échanges inter-Sahel s'organisent. Le projet cesse alors d'être une expérience isolée. Il devient un prototype continental, souvent cité dans les analyses Ibrahim Traoré Burkina Faso comme exemple d'articulation entre souveraineté alimentaire et coopération régionale. À ce stade, 3 trajectoires principales se dessinent pour les mois à venir, chacune reflétant une manière différente de prolonger ou de freiner l'élan enclenché par l'essaimage des couvoirs. Dans le scénario de base, la dynamique actuelle se stabilise sans accélération spectaculaire, mais avec une cohérence robuste. Les coopératives rurales consolident leur réseau, les flux de pintades et d'œufs restent réguliers, les revenus progressent à un rythme modeste, mais constant. L'autonomie alimentaire se maintient autour d'un seuil intermédiaire, suffisant pour réduire durablement la vulnérabilité vis-à-vis des importations. Les migrations rurales continuent de ralentir, les marchés s'installent, les effets écologiques observés autour des couvoirs s'amplifient à petite échelle. Ce scénario valorise la continuité plus que l'expansion. Dans la version optimiste, un effet d'entraînement régional renforce le mouvement. Le Niger, le Mali, le Tchad et d'autres pays du Sahel adoptent le modèle coopératif, créant une plateforme d'échange de semences, de couvoirs et de savoir-faire. Les sols du nord burkinabé gagnent en densité végétale. Les rendements se diversifient. La résilience écologique se renforce. Le Burkina Faso devient une référence pour les politiques de transition centrées sur l'autonomie alimentaire et la réhabilitation des terres arides, souvent citées dans les analyses de Burkina Faso News. Dans le scénario pessimiste, des tensions politiques internes ou des épisodes de sécheresse extrême perturbent les circuits de distribution et fragilisent les coopératives. Certaines zones redeviennent dépendantes de l'aide internationale. Les surplus disparaissent temporairement, les marchés se contractent. Pourtant, même dans cette hypothèse, le programme laisse une empreinte durable, un modèle reproductible, réactivable dès que les conditions le permettent. Au croisement de ces 3 chemins, une recommandation s'impose. Pensez la réussite en termes de résilience plutôt qu'en termes de performance brute. Car c'est la capacité à se relever qui déterminera la trajectoire réelle du pays. Ce récit, qui peut sembler lointain pour certains spectateurs,
touche en réalité plusieurs cercles de regards, chacun interpellé différemment par la transformation enclenchée au Burkina Faso. Pour ceux qui observent les choses à travers le prisme économique, le programme soulève une question centrale. Comment un pays longtemps dépendant peut-il dégager des marges d'autonomie sans capitaux massifs ni logistique industrielle sophistiquée? Les chiffres de recul de dépendance, de hausse des revenus, de ralentissement de l'exode suggèrent qu'un système peut fonctionner dès lors qu'il crée de la valeur sur place. Pour les publics sensibles aux enjeux sociaux, le pivot se situe ailleurs, dans les trajectoires individuelles qui s'entrecroisent. Les femmes qui prennent la gestion des couvoirs, les enfants qui apprennent en manipulant les œufs, les jeunes qui choisissent de rester plutôt que de partir, donnent corps à l'idée de dignité retrouvée. Le programme devient alors un miroir où se reflètent des communautés qui se réinventent à partir de leurs propres ressources. Enfin, pour ceux qui lisent le monde à travers l'environnement, le projet révèle une dimension inattendue. Les taches vertes autour des enclos, la fertilité retrouvée des sols, la dissémination naturelle des graines montrent qu'un geste agricole précis peut, par effet cumulé, déclencher un début de régénération écologique. Dans ces trois registres, l'histoire burkinabé fonctionne comme un laboratoire. Elle invite chacun à interroger ses propres critères de réussite et sa manière de penser la relation entre subsistance, justice sociale et milieu vivant. Au cours de sa 3e année, le programme a quitté le statut d'initiative expérimentale pour devenir une méthode structurée, suivie et ajustée. La feuille de route nationale, portée par la ligne d'Ibrahim Traoré, repose sur un enchaînement d'étapes que les coopératives comme les autorités locales appliquent désormais de manière coordonnée. D'abord, l'identification locale des foyers pilotes. Chaque commune sélectionne un noyau d'une dizaine de familles prêtes à accueillir le premier couvoir, non sur la base de la richesse, mais de la cohésion interne et de la capacité à travailler ensemble. Ensuite, la formation et la transmission. Les vétérinaires ruraux et les techniciens agricoles forment les éleveurs au cycle de reproduction, à l'hygiène, à la gestion partagée. Des registres simplifiés consignent les données essentielles, accessibles à tous, puis la production et le suivi. Chaque foyer démarrait avec un petit nombre d'oiseaux et un objectif annuel réaliste. Les inspecteurs communautaires observent, corrigent, accompagnent plutôt que sanctionnent. Par la suite, la redistribution et l'essaimage. Une partie des œufs est redistribuée aux familles voisines, créant un mécanisme d'expansion organique sans contraction de dette. Enfin, l'évaluation et l'adaptation. Tous les 6 mois, les coopératives transmettent leurs chiffres, mortalité, fécondité, vente locale, qui alimentent une base de données nationale et permettent d'ajuster les orientations en temps quasi réel. Dans ce cadre, la souveraineté cesse d'être un slogan. Elle devient une pratique mesurable, répétée et transmissible. Au crépuscule, lorsque les pintades d'Amina Sénou regagnent leurs abris de fortune, le paysage rappelle les premières scènes observées dans les villages du Nord. Des filets réparés à la hâte, des cages improvisées, des familles rassemblées autour d'un projet commun de survie devenu avenir. Ces images modestes servent aujourd'hui de fil conducteur à une histoire qui dépasse les tableaux de bord officiels. Derrière chaque enclos se tient une même conviction que Ibrahim Traoré a formulée sans emphase. Un peuple peut se relever sans permission s'il retrouve le contrôle de sa subsistance. Cette phrase, reprise de marché en marché, a circulé dans les écoles, les ateliers métalliques, les coopératives. Elle a traversé les dunes comme un souffle obstiné. Les enfants qui relâchaient les premières pintades savent désormais ce qu'ils ont contribué à bâtir, un rythme nouveau entre le sol, les oiseaux et les gestes du quotidien. Les anciens, eux, disent que chaque plume tombée dans le sable porte une trace de confiance retrouvée. Au cœur de cette renaissance lente, une certitude s'impose.
La dignité ne disparaît pas tant qu'il existe quelqu'un pour la cultiver jour après jour. Ce récit ne cherche pas à ériger un modèle clé en main, ni à promettre une solution universelle. Il propose plutôt un changement de regard sur ce qui relie un geste local à un horizon partagé. Dans les villages du Sahel, les pintades ne sont plus seulement une source de nourriture. Elles sont devenues un langage discret, une manière de dire qu'une communauté peut se recomposer en partant de ses besoins les plus simples. L'histoire burkinabé rappelle que les transformations profondes naissent rarement de grands projets spectaculaires. Elles émergent davantage d'une addition de décisions modestes, répétées, assumées collectivement. Si ce parcours vous interpelle, vous pouvez le prolonger à votre manière, en partageant ce type de récit, en le discutant, en l'utilisant comme point de départ pour imaginer vos propres formes de résilience autour de vous. La question qui reste ouverte est simple. Quelle pratique, dans votre environnement, pourrait jouer le même rôle de levier silencieux que ces couvoirs disséminés dans le Sahel ?